Nous poursuivons nos travaux d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires en recevant Madame Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notre commission a fait le choix d'auditionner un certain nombre d'anciens ministres chargés de l'Éducation nationale, afin notamment d'analyser la manière dont la question des violences exercées en milieu scolaire sur des enfants par des adultes ayant autorité a été prise en compte au fil du temps. Il s'agit pour nous d'identifier les failles en matière de signalement, de prise en charge des victimes, de gestion des auteurs de ces violences, pour mettre fin à ce qui apparaît de plus en plus clairement comme un fléau systémique. À cet égard, votre regard et votre expérience d'ancienne responsable de ce grand ministère nous seront précieux. Je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis il sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Notre échange prendra la forme de questions et de réponses. Je vous poserai les premières questions, puis je donnerai la parole aux rapporteurs, Violette Spilbou et Paul Vannier, pour vous poser leurs questions. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées, dans le cadre de travaux d'enquête, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demande donc, madame, de lever la main droite, d'allumer votre micro et de dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Je vous poserai donc deux premières questions avant de céder la parole au rapporteur. Lorsque vous étiez ministre de l'Éducation nationale, à quelle occasion et dans quel contexte avez-vous eu à traiter la question des violences commises par des adultes sur des enfants en milieu scolaire? Ma deuxième question, est-ce que vous-même ou les membres de votre cabinet étiez destinataires de remontées d'informations de tels faits? Merci d'abord d'avoir proposé de me recevoir. C'est un sujet auquel je suis extrêmement sensible et je voudrais commencer par dire toute mon émotion et ma solidarité aux victimes de Betaram et des autres établissements privés où la parole s'est récemment libérée. J'ai eu à connaître de faits de violence à l'égard des élèves, évidemment, pendant que j'étais ministre entre 2014 et 2017. J'ai eu à en connaître de différentes façons. D'abord, il faut savoir que mon cabinet était destinataire des remontées de faits graves qui se passaient dans tous les établissements scolaires et qu'un lien étroit existait entre ce cabinet d'une part et les directeurs de cabinet des recteurs d'autre part, qui alertaient sur les faits, encore une fois, d'ordre assez grave. On pouvait également recevoir des courriers qui émanaient à la fois des particuliers qui dénonçaient un professionnel de l'éducation nationale, parfois même des proches. Je me souviens notamment du cas de ce professeur d'enseignement physique et sportif d'Orgères en Ille-et-Vilaine, où il s'agissait de son épouse qui nous avait alertés. Donc on avait différentes façons d'être informés de ces situations-là. Par ailleurs, il faut savoir que dans la mesure où j'avais fait du bien-être des élèves une priorité de mon mandat de ministre, j'avais d'abord par plusieurs circulaires écrites, consignes orales passées en réunion de recteurs, vraiment alerté sur le fait que tous ces faits devaient nous être remontés. Et j'avais surtout remédié à une lacune que j'avais constatée, qui était qu'il n'existait pas de logiciel adapté pour que ces faits puissent être remontés établissement par établissement. Et c'est pourquoi nous avons créé un logiciel qui s'appelle Fait Établissement, dont vous avez forcément entendu parler puisqu'il fonctionne toujours aujourd'hui, une application interne qui est extrêmement précieuse, puisque concrètement, elle sert dans tous les établissements à remonter les faits les plus graves jusqu'au ministère, à compiler de façon anonymisée les typologies de violence pour aider les établissements à structurer des plans de prévention et à demander un appui quand il y a une situation complexe. Donc on reviendra sans doute sur la façon dont tout cela s'applique au privé, mais en tout cas s'agissant des établissements publics, oui, pendant mon ministère, nous avons fluidifié la remontée d'informations et nous en avions honnêtement au quotidien et j'ai été amenée moi-même à vivre plusieurs affaires sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. D'accord, je vous remercie. Allez-y, monsieur Vannier.
Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, merci pour ces premiers éléments. Vous revenez donc sur la création de cette application Fait Établissement, dont nous avons en effet beaucoup parlé depuis le début des travaux de cette commission d'enquête. La ministre d'État, Madame Borne, a annoncé récemment vouloir élargir le périmètre de cette application aux établissements privés sous contrat, ce qui indique donc que cette application ne les concernait pas jusqu'à aujourd'hui, plutôt jusqu'à l'apparition d'un décret qui est annoncé, mais que pour l'instant qui n'a pas été publié. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, donc, à la création de cette application, elle ne porte que sur les établissements publics? Alors, une précision, l'outil, au moment d'être créé, s'adresse à tous les établissements, publics comme privés. La distinction, c'est que, comme vous le savez, aujourd'hui, ce qui relève de la vie scolaire, c'est l'extension du caractère propre des établissements privés, ne permet pas au pouvoir public d'agir sur ce qu'il se passe exactement sur ce point-là, ce qui est une lacune évidente, et moi je suis pour qu'on change la législation pour qu'on y aille. Mais il était donné la possibilité aux établissements privés d'utiliser ce logiciel, tout comme il était recommandé aux établissements privés, par exemple là récemment à l'occasion de la mise en place du programme EVARS, d'avoir ce programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, tout comme lorsque nous avons mis en place tout un plan sur la question de la lutte contre le harcèlement scolaire. Il était demandé aux établissements privés de le mettre en place également. Simplement, tout cela relevant de la vie scolaire et pas du pédagogique à proprement parler, eh bien, les pouvoirs publics n'ont pas la même capacité d'imposer aux établissements privés ce qu'ils imposent dans les établissements publics. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, souvent, vous allez avoir des établissements privés qui vont préférer mettre en place des dispositifs maison sur chacun de ces exemples que je viens de vous donner, dont il est aujourd'hui avéré, à l'aune de toutes les révélations auxquelles on assiste, eh bien, ils ne sont pas propices à la libération de la parole des élèves. Et donc, je pense, en effet, que la ministre actuelle a raison de vouloir aller plus loin sur ce point. Alors, vous indiquez en effet qu'il y a un débat sur la question du périmètre du contrôle et sur la question des temps relatifs à la vie scolaire dans les établissements privés sous contrat. Peut-être que notre commission d'enquête contribue à faire avancer ce débat, puisque devant nous, le secrétaire général à l'enseignement catholique a reconnu la nécessité que les services de l'État disposent des moyens d'intervenir sur le temps de la vie scolaire. Mais des faits de violence peuvent aussi être commis pendant le temps scolaire. Et ce temps, c'est le temps du contrat, c'est le temps qui est financé par des fonds publics, c'est le temps qui est sous le contrôle de l'éducation nationale. Pourquoi donc, relativement à des faits pouvant intervenir, des faits de violence commis par des adultes encadrants sur des élèves durant le temps scolaire, pourquoi ne pas avoir, dès le début de cette application Fait Établissement, élargi son périmètre aux établissements privés sous contrat? Pardon, je ne voudrais pas qu'il y ait de mécompréhension de mes propos. La question n'est pas celle du temps scolaire versus temps hors scolaire. La question est vraiment la nature de ce qui est en jeu. Je rappelle que s'agissant des établissements privés, et je sais que vous avez y compris mené une enquête sur le sujet, ils sont soumis à 3 types de contrôles que je rappelle ici pour tout le monde. Ce sont des articles du Code de l'éducation. S'agissant des établissements privés sous contrat, ils sont soumis à un contrôle pédagogique. Donc, en gros, est-ce que les attendus disciplinaires sont bien respectés, etc. Un contrôle pédagogique, un contrôle budgétaire et un contrôle administratif. Hors de ces 3 types de contrôles, aujourd'hui, dans les textes, il n'existe pas de possibilité pour les pouvoirs publics de vérifier, encore une fois, que sur les questions de lutte contre le harcèlement, de lutte contre les violences faites aux enfants, d'ailleurs que ce soit par d'autres enfants, par leur père ou par des adultes, etc., eh bien, des mesures soient prises ou respectées. Et donc, je pense que nous devons, en effet, changer la loi dans ce sens-là. J'entends, mais moi, je n'évoque pas des contrôles ici. J'évoque une application qui vise à centraliser des remontées. Et encore une fois, pourquoi est-ce que les établissements privés sous contrat, pour des faits qui auraient pu être commis sur le temps scolaire, n'étaient pas immédiatement intégrés à ce dispositif au moment où vous le créez? Ils sont immédiatement intégrés à ce dispositif au moment où nous le créons. La question, c'est est-ce qu'ils le mettent en place dans les faits?
toutes les réformes que j'ai menées, encore une fois, que ce soit des réformes pédagogiques ou que ce soit des réformes sur la vie scolaire, j'ai évoqué le harcèlement par exemple, sont des réformes qui se sont adressées, y compris aux établissements privés. Même d'ailleurs, tout ce que j'ai mené en matière de mixité sociale. Je me souviens avoir réuni, y compris le SGEC ou d'autres représentants d'établissements sous contrat, pour leur demander de mettre tout cela en place. Mais la question, c'est quelle est notre marge de manœuvre pour le leur imposer. Et donc, indéniablement, elle est limitée. D'ailleurs, ces établissements est bel et bien mis en pratique, utilisés par certains établissements privés sous contrat. Je ne suis pas en train de dire qu'aucun d'eux ne le fait, je dis simplement que certains ne le font pas, préférant des dispositifs maison, et qu'il apparaît que c'est insuffisant. Donc vous nous dites que vous le proposez de façon donc facultative à ces établissements privés sous contrat, ne disposant pas des moyens pour leur imposer le fait, comme les établissements publics, d'utiliser systématiquement cette application. Pourtant, ces moyens, manifestement, ils existent, puisque la ministre d'État, aujourd'hui, est prête à recourir à un décret, qui est un moyen à la main, bien sûr, des ministres, pour contraindre désormais ces établissements privés sous contrat à entrer dans le périmètre de cette application. Pour creuser un peu le sens de mes questionnements, est-ce que, de façon complémentaire donc, à ma première question, est-ce que vous avez, au moment où vous envisagez donc, la création de cette application, des échanges avec le SGEC? Est-ce que vous avez du côté du SGEC une réticence, une résistance, une alerte qui est passée à votre cabinet ou à vous-même, qui indiquerait que le SGEC ne souhaite pas que les établissements relevant de son réseau soient obligés d'utiliser cette application de remontée des faits de violence? Encore une fois, je sais que vous avez travaillé sur la question des établissements privés sous contrat, donc vous n'êtes pas sans savoir que la réalité de l'autorité qu'exerce le SGEC sur les établissements privés sous contrat est assez relative, que le SGEC peut parfois être complètement appétent à la mise en place de certaines mesures et que derrière, des établissements ne vont pas forcément le suivre sur ce chemin. Donc oui, évidemment que les établissements privés sous contrat ont été associés à toutes nos mesures. Dans les faits, vous le remarquez par vous-même, des établissements ont choisi de faire autrement. Et donc, aujourd'hui, il faut remédier à cela. Mais je voudrais quand même vous préciser une chose, monsieur le député, c'est qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Parce que je sais que maintenant, on juge à l'aune de toutes les révélations dont on parle. Mais entre 2014 et 2017, d'abord, des affaires de violence contre élèves ont bel et bien éclaté. Elles concernaient le public. Donc, nous nous sommes concentrés sur là où elles ont éclaté. D'autre part, nous étions dans cette période très particulière, post-attentat, radicalisation, etc., où la focale était également mise sur ce qu'il se passait dans le privé hors contrat. Si vous vous replongez dans les débats de cette époque-là, le privé sous contrat n'était pas la première, j'allais dire, des focales. Et donc, nous avons, par exemple, mené un travail d'inspection dans le privé hors contrat qui n'avait jamais existé par le passé. Il y a 300 inspections qui ont été ainsi conduites. Il a fallu, je me souviens notamment, faire ne serait-ce qu'une liste des établissements privés hors contrat qui n'existaient même pas. C'est vous dire l'état d'incurie dans lequel j'ai trouvé ce sujet lorsque je suis arrivée au ministère. Faire cette liste, créer un corps d'inspecteurs pour aller mener ces inspections, créer un référentiel pour que, sur un plan notamment pédagogique, eh bien, on soit capable de porter un regard sur ce qui se disait là, alors que jusqu'alors, la loi, s'agissant des établissements privés hors contrat, n'indiquait qu'une chose, qu'il fallait que ces derniers respectent la morale, l'hygiène et la salubrité publique, quelque chose comme ça. Rien de plus que cela. Donc oui, je vous parle des années 2014-2017 où la focale, en effet, était sur ce type d'établissement-là et sur le public, où on va peut-être parler de ce qui s'est passé, notamment à Villefontaine. Oui, nous allons le faire. Je veux rappeler que nous ne jugeons rien ici. Nous sommes une commission d'enquête parlementaire. Nous ne sommes pas une instance judiciaire. Et peut-être interroger cette question des pouvoirs du SGEC, parce que c'est vrai que lui revendique ne pas en avoir, mais qu'à certains moments, il intervient avec beaucoup de vigueur. Je pense par exemple à la façon dont il a su faire cesser immédiatement la campagne de vaccination contre le papillomavirus
dès lors qu'il considérait qu'elle devait s'interrompre. Et là, il a passé une consigne qui a été manifestement suivie dans tous les établissements relevant de son réseau. Donc le SGEC, quand il le souhaite, il a des pouvoirs d'intervention qui manifestement sont puissants. Mais donc vous n'avez pas vraiment, je crois, ou alors j'ai mal compris votre réponse, répondu à ma question. Est-ce que le SGEC, au moment où vous créez cette application, vous fait part de ses réticences à un caractère obligatoire pour les établissements privés sous contrat, à devoir entrer dans le périmètre de l'application fait établissement? C'est vrai que certains établissements l'ont fait de leur plein gré, mais ils sont extrêmement peu nombreux. Donc, je vous repose donc cette question, et j'en profite pour vous interroger aussi sur vos relations éventuelles avec le SGEC. Nous avons découvert, dans le cadre des travaux de notre commission d'enquête parlementaire, qu'il existait des dîners mensuels parfois du SGEC entre des ministres, des directeurs de cabinet de ministres de l'Éducation nationale et le SGEC. Est-ce que vous-même, lorsque vous étiez rue de Grenelle, est-ce que vous, votre cabinet, recevait régulièrement le SGEC pour aborder, si oui, quel sujet? Je n'ai pas souvenir que le SGEC, en tant que tel, nous ait montré une réticence à l'égard de l'application fait établissement. Il n'est pas exclu qu'il l'ait fait par ailleurs dans d'autres réunions, mais en tout cas pas à moi directement. Je crois qu'il était, celui de l'époque en tout cas, hein, il a changé depuis comme vous le savez, je crois qu'il était plutôt désireux que les établissements privés sous contrat travaillent sur la question du bien-être des élèves. C'est le témoignage que je peux vous donner. Encore une fois, je pense qu'il n'est pas forcément à l'époque suivi dans toutes ses appétences. Est-ce qu'il y avait des réunions régulières avec le SGEC? Alors, vous parlez de dîners mensuels, c'est ça? Non, les dîners mensuels, non, ça, enfin, il n'y a pas cette proximité, je dirais même cette promiscuité avec le SGEC à mon époque. Je traitais ce dernier comme tous les interlocuteurs de mon ministère, c'est-à-dire que je les recevais évidemment tous régulièrement. Et les rendez-vous que nous avions étaient destinés à évoquer toutes les réformes qu'on mettait en place. On en a mis en place un certain nombre à l'époque, vous vous en souvenez, que ce soit les réformes des programmes, la réforme du collège, les questions de mixité sociale, les questions de valeur de la République. Je me souviens par exemple qu'après les attentats, évidemment, le SGEC avait fait partie, comme tous les autres, des interlocuteurs que j'avais reçus pour réfléchir à la meilleure transmission des valeurs de la République. Mais globalement... ma position à ce moment-là, c'était de dire que l'enseignement privé ne devait pas être considéré comme extérieur aux missions de service public de l'éducation. Et donc oui, il était traité comme ce qu'il est, c'est-à-dire dépositaire de ces missions de service public de l'éducation par le biais du contrat d'association. En revanche, pas plus que cela. Très bien. Question que je poserai d'ailleurs aux autres anciens ministres de l'Éducation nationale. J'ai interrogé le responsable des affaires juridiques de la ministre sur le cadre juridique qui organisait les relations entre l'État, entre le ministère de l'Éducation nationale et le SGEC, que vous nous dites avoir reçu, c'est bien normal. Beaucoup d'interlocuteurs au ministère sont souvent des organisations représentatives, syndicales par exemple, et le dialogue entre ces organisations et l'État est prévu, est institutionnalisé. Le statut du SGEC interroge à de nombreux égards. Dans quel cadre donc organisiez-vous ce dialogue avec ce réseau qui, par ailleurs, mais c'est une discussion et à bien des égards distincte d'autres dans son organisation même et dans la façon dont son secrétaire général est choisi? Je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Vous auriez voulu qu'on ne les reçoive jamais? Donc que le ministère de l'Éducation nationale n'ait aucun regard sur ce qui se passait dans cet enseignement privé catholique sous contrat? Non, je ne veux rien. Je pose des questions et je cherche à comprendre comment ce dialogue, cette relation entre le SGEC et l'Éducation nationale, comment est-ce qu'elle vit? Dans quel cadre? Est-ce que, par exemple, dans le cadre des échanges, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas, à votre époque, de dîner? Manifestement, il y en a eu beaucoup depuis. Mais est-ce qu'il existait des ordres du jour? Étaient-ils publics? Est-ce qu'il existait des comptes rendus des échanges avec le SGEC? Étaient-ils publics? Ou est-ce que cette relation relevait d'une forme de l'informel, puisqu'encore une fois, elle n'est organisée, prévue par aucun texte? Il faudrait regarder pour voir s'il y avait des ordres du jour publics ou pas. En tout cas, il y a eu des communications publiques sur nos rencontres. Moi, j'ai souvenir, par exemple, de réunions de travail sur les différentes réformes pédagogiques qui étaient tout à fait publiques. Par ailleurs,
honnêtement, tous les interlocuteurs que je recevais ne faisaient pas forcément l'objet d'un ordre du jour ou d'une communication à la sortie de la réunion. Enfin, vous imaginez bien que les organisations syndicales ou autres, d'ailleurs, très très nombreuses dans ces réunions-là, parfois venaient avec un ordre du jour précis, parfois c'était plus informel. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est utile aussi ce caractère informel. Sans doute, et les organisations syndicales sont aussi membres d'instances, le CSE par exemple, dont les travaux sont... Voilà, mais qui permettent que les positions des uns et des autres soient connues par les citoyens et les citoyennes et qu'il puisse y avoir aussi un contrôle démocratique, sans doute, à la fois dans la vie des organisations professionnelles et puis dans la société tout entière. J'ai une dernière question, Madame la Ministre. Avez-vous été surprise par la révélation des faits de violence commis en particulier dans les établissements privés catholiques, ces violences systémiques telles qu'apparues à la faveur des révélations relatives à l'établissement Betaram? Je sais malheureusement ce qu'est la réalité des violences sexuelles sur mineurs et je pense que l'énorme travail qui a été fait par la Ciivise et la SIAZ nous ont quand même bien ouvert les yeux ces derniers temps. S'agissant des anciens élèves de Betaram, je pense qu'on sera nombreux à vous répondre qu'il y a eu une forme de sidération, et je la partage totalement, à voir l'ampleur, la gravité, la durée de ces faits, et la silenciation, le phénomène d'omerta totale, qui est quand même absolument terrifiant. Moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, il y a eu une libération de la parole, notamment du fait de la Ciivise, de la SIAZ, mais aussi même, on pourrait dire, le mouvement MeToo qui y a contribué aussi ces derniers temps. Et c'est une bonne chose, mais je suis frappée de voir à quel point finalement les choses sont fragiles, parce qu'à la fin des années 90 aussi, on avait eu le sentiment qu'il y avait eu une libération de la parole, lorsque à l'époque Ségolène Royal et Elisabeth Guigou lancent leur vaste plan de lutte contre la pédocriminalité. Et pourtant, vous avez vu comment, à peine quelques années plus tard, et notamment au moment de l'affaire Doutreau, on a eu l'impression qu'une parenthèse se refermait parce que la parole des enfants a été beaucoup remise en question. D'ailleurs, j'en profite pour redire devant tout le monde que les enfants étaient bien des victimes, parce qu'on a l'impression qu'il y a une telle confusion qu'on l'oublie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui se fait en la matière est extrêmement fragile et donc qu'il faudrait, cette fois-ci, prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que cette parenthèse de libération de la parole ne se referme trop vite. Madame la rapporteure, allez-y. Oui, merci Madame la Ministre. Je vais venir maintenant sur les actions qui ont fait évoluer les pratiques lorsque vous étiez ministre de l'Éducation nationale. Il y en a eu beaucoup, hein. Vous nous les rappellerez très certainement. J'ai en mémoire en particulier la circulaire d'avril 2015 qui renforce les contrôles des antécédents judiciaires au sein de l'Éducation nationale, qui est un sujet qui est revenu beaucoup lors de nos contrôles sur place, lors de nos auditions également. L'extrait de casier judiciaire, les vérifications régulières, les suspensions systématiques et les signalements automatiques. Et puis également la création d'un fichier croisé entre le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Justice pour qu'il ne puisse plus se reproduire ce qui s'est passé à Villefontaine et qui a été un moment très marquant sur lequel je vous demanderai de revenir peut-être pour nous faire part finalement de quel était l'état de la loi quand vous êtes arrivé et quand vous avez été confronté à ce drame de Villefontaine, à ce manque de connaissances au sein de l'Éducation nationale de condamnation passée d'un enseignant qui continuait d'enseigner. C'est malheureusement ce qu'on voit encore aujourd'hui dans des délits qui ont été commis et qui nous sont signalés et pour lesquels nous faisons parfois encore aujourd'hui des articles 40. Mais donc, pour revenir sur les actions qui ont été déjà très avancées en 2015-2016, quels ont été vos constats et qu'est-ce qui a guidé en fait l'écriture de la loi de 2016 ? Oui, merci. Ça me permettra d'ailleurs de revenir un instant sur les questions qui m'étaient posées par votre collègue aussi. Je pense qu'il faut bien comprendre une chose, parce qu'on est là en réalité pour essayer d'améliorer les dispositifs. Je pense que en matière de lutte contre les violences faites aux enfants dans les établissements scolaires, il y a deux choses qui importent tout autant l'une que l'autre. La question des contrôles. Et donc, vous avez raison de dire qu'il faut absolument renforcer les contrôles, en l'occurrence sur les établissements privés, puisqu'on le voit, ils ne sont pas suffisants. Mais il y a aussi la question de la culture.
pour sortir justement de la silenciation et de l'omerta. Et donc tout ce que je vous disais tout à l'heure sur cette culture de la libération de la parole, de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, etc., est quelque chose d'éminemment important sur lequel il faut agir. J'en reviens maintenant, Madame la députée, à votre question. En fait, je vais vous peut-être remémorer un peu ce qui se passe lorsque on est en 2015 et que soudain apparaît cette affaire absolument terrifiante, là encore, d'un enseignant dans une école dans la banlieue grenobloise dont on découvre qu'il avait agressé sexuellement une soixantaine d'enfants. Mais surtout dont on découvre très rapidement que cet homme avait été condamné pour détention d'images pédopornographiques en 2008, donc plusieurs années auparavant, sans que l'Éducation nationale n'ait eu connaissance de cette condamnation. Et c'est ça ce qui est extrêmement grave à ce moment-là. Et d'ailleurs, je rappelle pour tout le monde que par la suite, l'État sera, lui, condamné par le tribunal administratif de Grenoble pour non-transmission au rectorat de la condamnation par le parquet en question, qui est considérée comme une faute commise par les services de l'État. Bref, pour vous redonner cette chronologie-là, donc le 23 mars 2015, nous sommes, mon cabinet, informés de cette affaire dite Villefontaine. Je réagis immédiatement. Le lendemain, le 24 mars 2015, je organise une conférence de presse pour faire toute la transparence sur le sujet. Et je suspends immédiatement l'enseignant en question. J'organise également l'accompagnement des enfants et de leurs familles à travers une cellule médico-psychologique sur place. Je déclenche une enquête administrative avec ma collègue en charge de la justice. Et donc nos deux inspections respectives vont travailler ensemble et publier un rapport intermédiaire en date du 4 mai 2015. Pourquoi est-ce que je vous donne ces dates précises? Parce qu'à un moment donné, si votre enquête doit être utile aussi à cela, je veux rappeler un point majeur, c'est que quand on a connaissance de faits aussi graves, en fait, on doit réagir rapidement. Voilà, on peut réagir rapidement. Les ministres ont bel et bien des leviers pour agir et agir vite. Et je ne vous cache pas que j'ai été étonnée du temps de latence entre les premières révélations s'agissant de Betaram en 2023 et l'inspection diligentée aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale sur cet établissement en mars 2024. Pour ce qui me concerne, donc je reviens à ce que nous allons faire. Donc cette enquête conjointe de l'IGAENR et de l'IGSJ va porter sur les conditions dans lesquelles les poursuites et les condamnations pénales des enseignants sont portées à la connaissance de l'Éducation nationale. Et l'objectif pour nous, c'était vraiment de déterminer le caractère ponctuel de cette faille ou alors au contraire le caractère systémique de la non-transmission d'informations entre le parquet et le ministère de l'Éducation. Et ce, 3 petits points, j'insiste, malgré les circulaires existantes, car des circulaires par le passé pour dire le parquet doit transmettre, elles avaient existé. Eh bien, ce que nous constatons au terme de cette enquête, c'est que malheureusement la transmission était totalement hasardeuse et c'est ça que nous allons décider de corriger par la publication d'une loi pour savoir dans les détails à quel moment le parquet doit, c'est une obligation qui lui est faite, transmettre l'information de la mise en examen. Voilà, je peux peut-être rentrer dans les détails, à moins que vous vouliez passer d'abord à autre chose, mais ça, c'est la question de la transmission des informations entre le parquet et le ministère de l'Éducation nationale. Peut-être la transmission hasardeuse que vous aviez constatée dans l'affaire de Villefontaine. Dans le texte de loi, il est précisé que le ministère public doit informer par écrit le ministère de l'Éducation nationale. Donc, est-ce que vous pourriez préciser un peu plus comment se faisait la transmission d'informations sur la base des précédentes circulaires et ce qui vous a amené à demander cette information écrite? Et est-ce que c'est dans la pratique une sécurisation aussi sur la rapidité? Est-ce que l'écrit ne ralentit pas? Enfin voilà, quelle a été votre analyse sur le sujet? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut bien avoir en tête, s'agissant de cette loi-là précisément, hein, donc, qui impose la transmission de l'information,
que tout le débat parlementaire de l'époque, et que vous pouvez retrouver naturellement, va tourner autour de du nécessaire équilibre entre donc, protection des enfants en question et respect de la présomption d'innocence et de la vie privée des personnes mises en cause. Donc en fait, toute la question, c'est de savoir quel garde-fou, en quelque sorte, entoure l'obligation désormais faite au parquet à un stade assez précoce de la procédure pénale de transmettre cette information. Donc, en fait, ce que nous allons finir par établir, y compris avec le débat parlementaire qui va enrichir le texte, c'est d'une part que dans la mesure où cette transmission d'informations se fait avant la condamnation, il faut qu'elle soit entourée des garanties suivantes. La soumission de la transmission à l'appréciation de l'autorité judiciaire, la limitation des infractions pouvant y donner lieu, l'utilisation d'un support écrit, en effet, Madame la députée, parce que c'est plus sécurisé qu'une simple communication orale, la confidentialité de la communication, l'information de la personne concernée sur la mise en œuvre de cette transmission d'informations, l'information de l'autorité destinataire sur l'issue définitive de la procédure et l'effacement de l'information lorsque la procédure s'est finalement terminée par une décision de non-culpabilité. Je pense que c'était vraiment cet équilibre-là qui a été recherché dans le texte, encore une fois, débattu au Parlement et que nous avons réussi à trouver. Je vais poursuivre sur ce point très très spécifique de la transmission d'informations entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation nationale, parce que on l'a vu dans les échanges avec les lanceuses d'alerte. Alors je dis au féminin parce que celles que nous avons rencontrées sont toutes des femmes, et le stade où commence le travail de la justice lorsqu'il y a eu une plainte, il y a eu pas mal de difficultés toujours aujourd'hui. Je pense notamment à l'exemple de Châlons-en-Champagne où nous nous sommes rendus sur place dans la transmission de ces informations. La procureure sur place, lors de ce contrôle, nous a expliqué en fait qu'en amont de la loi de 2016, le fait qu'il y ait très peu de formalisation des obligations des parquets laissait une liberté à l'informel. Alors l'informel qui, avec ses risques, devient hasardeux dans le cas où il y a un grave dysfonctionnement et devenait intéressant, notamment lorsqu'il y avait par exemple une simple garde à vue. C'est-à-dire que parfois, par l'informel, une garde à vue pouvait faire l'objet d'un appel entre le parquet et le DAZEN, ce qui permettait tout de suite que l'établissement soit au courant. Le fait que la loi de 2016 ait contraint de façon extrêmement précise les conditions d'information entre le parquet et l'éducation nationale, fait que, à ce jour, un stade de la garde à vue ne peut pas faire l'objet d'une information du parquet au DAZEN, donc réduit le champ d'action du procureur et se limite au moment où est conduite une information judiciaire, où est lancée une enquête, ce qui fait que ça réduit le nombre, on va dire, de cas où le parquet peut le faire. Il semble, en tout cas dans le cas qui nous a été exprimé, que vraiment les procureurs s'interdisent, notamment au nom de la présomption d'innocence, de faire cette information avant un certain stade de présomption qui déclenche l'enquête. Et au regard des faits plus récents qui nous sont soumis, est-ce que depuis 2016, et par rapport à ces informations, vous avez peut-être un autre regard sur l'application de la loi? Est-ce que cette restriction du partage d'informations peut-elle être un frein au déclenchement d'une suspension administrative pour protéger les enfants? Est-ce que, selon vous, il faudrait faire évoluer la loi? Merci Madame la députée. Peut-être pour la bonne compréhension de tout le monde, rappeler ce qui est exactement dans la loi parce que ça va de soi pour nous, mais je reviens à mon analyse, donc des pratiques assez hasardeuses, différentes d'un parquet à un autre. Donc l'objectif de la loi, c'est de mettre fin à ces décennies de pratiques incertaines dans la transmission d'informations entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation nationale sur des affaires graves, notamment des violences de nature sexuelle, impliquant des professionnels agissant, travaillant auprès d'enfants. Voilà, c'était ce qui était l'objectif exact. Le deuxième objectif, évidemment, c'était de disposer d'un cadre juridique précis, un cadre qui puisse sécuriser les magistrats chargés des transmissions, y compris au stade des poursuites,
Un cadre qui soit aussi la base sur laquelle construire des nouvelles relations de travail entre l'autorité judiciaire et les rectorats pour mieux protéger les enfants. Et enfin, le troisième objectif, c'était d'unifier les procédures et de créer un cadre applicable pour tous, parce que, encore une fois, à l'époque, certains parquets faisaient et d'autres ne faisaient pas. Alors, soyons clairs pour répondre à votre question. Avant la loi de 2016, telle que je viens de la décrire, l'absence de cadre légal pouvait peut-être faire dire à certains qu'ils pouvaient prendre des initiatives, mais la réalité de ce que nous avons entendu à l'époque, c'était que le défaut de cadre légal bridait le plus souvent les magistrats en question et que, par peur d'être mis en cause, les parquets se dispensaient d'informer. Et donc, il fallait cette loi pour que les choses cessent d'être floues. La loi, je trouve, a posé un cadre, et encore une fois, l'équilibre qui était très compliqué à trouver. Je refais un petit pas en arrière chronologique, mais vous savez, les circulaires de la fin des années 90, Ségolène Royal, Elisabeth Guigou, etc., ont été contestés au moment de l'affaire Outreau, précisément parce qu'il était considéré par certains que l'équilibre entre présomption d'innocence et protection de l'enfance n'était pas assez respecté. Donc, nous, lorsque nous adoptons cette loi, nous faisons extrêmement attention à cet équilibre-là. Et donc, entre information et respect de la présomption d'innocence, cet équilibre, il a été âprement discuté au Parlement. Et la loi, il me semble, est plutôt bienvenue sur ce point. Alors, néanmoins, je suis tout à fait à l'écoute. On peut tout à fait faire évoluer la loi si ça ressort comme une nécessité de vos consultations. Mais je pense qu'il faut vraiment conserver l'idée d'un cadre clair, unifié, précis, connu de tous, pour avoir une application uniforme, si ce n'est homogène, sur tout le territoire. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Et en fait, c'est un gage de sécurité juridique et qui met en confiance les acteurs, parce que finalement, c'est aussi ça qui fera vivre ce texte. Merci, j'ai encore deux questions. Vous venez de parler d'un cadre homogène et je pense qu'effectivement l'objet de toute votre action et du cadrage avec cette loi était que les pratiques soient écrites, qu'elles soient encadrées avec les différents cas et qu'elles respectent cet équilibre avec la présomption d'innocence. Nous avons dans cette commission entendu le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Défense sur les établissements scolaires qu'ils gèrent de façon relativement autonome par rapport à l'éducation nationale. On l'a vu sur l'application de fait établissement qui aujourd'hui n'est pas partout appliquée de la même façon. Et puis sur les plans de lutte contre le harcèlement ou les violences sexuelles, on voit que là aussi les choses ne sont pas fluides. Est-ce qu'au moment où vous avez conçu cette loi, à votre connaissance, l'application de cette obligation d'information parquet s'est étendue aussi, où une réflexion a été faite sur ces lycées, collèges du domaine du ministère de l'Agriculture et de la Défense. Et j'irai même plus loin sur le sujet du périscolaire, parce que commence à poindre, même si ce n'est pas dans le périmètre de notre commission d'enquête, des signalements dans le cadre périscolaire géré par les collectivités territoriales et par les maires, avec le sujet du recrutement des personnels, le sujet de l'obligation d'information du chef d'établissement, etc. Donc, quand on parle d'homogénéisation, au-delà du sujet éducation nationale, est-ce que le périphérique, entre guillemets, périscolaire et autres ministères a été concerné ou est-ce que c'est compliqué ? C'est peut-être l'occasion pour moi de vous parler d'une autre dimension importante de ce que nous avons fait à l'époque, qui consistait à contrôler les casiers judiciaires de tous nos agents publics, de tous nos fonctionnaires, puisque ce qui apparaissait encore une fois, c'est que si nous n'avions pas été informés comme nous aurions dû l'être, quand je dis nous, c'est le ministère de l'Éducation nationale, mais il va de soi que les autres ministères que vous venez de citer sont pareillement concernés. Si nous n'avions pas été informés des condamnations portant sur nos agents les années précédentes, eh bien, vous imaginez la suspicion qui pesait alors sur, j'allais dire, quasiment potentiellement tout le personnel enseignant et non enseignant dans nos établissements. Il fallait absolument faire la clarté sur cela. Et donc, nous avons procédé à quelque chose qui était complètement inédit à l'époque. Il faut se rendre compte, je crois, de quoi on parle, à savoir la vérification des antécédents judiciaires de tous nos personnels, non seulement pour l'avenir, donc dans une logique de flux, mais aussi sur le passé, donc dans une logique de stock. C'est inédit dans le sens où, jusqu'à présent,
il n'y avait qu'un moment où les casiers B2 des personnels enseignants étaient contrôlés, c'était au moment de l'entrée dans le métier. Mais ensuite, s'il se passait quelque chose pendant le cours de leur carrière et que la justice ne nous en informait pas, ben, on pouvait avoir potentiellement des prédateurs sexuels dans nos équipes. Et donc, nous allons passer en revue l'ensemble de ces casiers judiciaires. Pour ce qui nous concerne, il y en a 850 000 dossiers B2 qui seront passés au crible, et FIJAIS aussi d'ailleurs, pas que B2, hein, donc le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Et ça veut dire, à ce moment-là, hein, quand on lance cela, de mémoire, il faudrait que je vous retrouve la date, quand est-ce qu'on a lancé cela, en mars 2016, oui, enfin bref, quand on lance cela, nous allons procéder à raison de 3000 dossiers par jour pour réexaminer cela. Et à la fin, nous nous retrouvons avec des cas qui sont problématiques, en effet, et qui apparaissent, et nous procéderons à 26 radiations et fin de contrat de ces personnes. Je tiens d'ailleurs à préciser, pour revenir aux interrogations du début de notre conversation, que les enseignants du privé, naturellement, étaient concernés également par ce travail de vérification des casiers judiciaires. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela? Parce que pour répondre à votre question, eh bien, oui, cette possibilité... Oui, pardon. Juste une précision. Actuellement, c'est fait tous les combien d'années la vérification régulière du stock? Alors, c'est une très bonne question, parce que moi, je peux vous répondre sur ce que j'ai fait jusqu'en 2017, jusqu'au mois de mai 2017. Donc, c'est ce que je vous ai indiqué là. Mais par contre, ce qui a été fait par la suite, je n'en sais pas grand-chose, pour être honnête. Je sais que mon successeur, Jean-Michel Blanquer, avait été interrogé par un journaliste de mémoire, quelque chose comme janvier 2018, et qu'il avait donné quelques indications, puis il n'a plus jamais parlé du sujet, alors que pour que le contrôle concerne l'ensemble des personnels, comme je viens de le dire, nous avions planifié que tout cela se poursuive jusqu'à fin 2018. Donc il faudrait, si vous ne l'avez toujours pas reçu, l'interroger sur les suites qui ont été données, et je serais moi-même curieuse de les connaître. Juste si on comprend bien, le stock n'a pas été purgé, les 800 000 agents, au moment de votre départ. Très concrètement, à raison de 3000 dossiers par jour, nous en avons passé en revue 850 000. Mais 850 000, ça ne couvre pas l'ensemble des personnels. Et par ailleurs, la question qui était posée par Madame la députée portait également sur les autres administrations, n'est-ce pas? Donc, je peux vous dire que le décret que nous avions publié le 30 décembre 2015, voilà, j'ai retrouvé la date précise, autorisait bien l'ensemble des administrations publiques à contrôler le bulletin numéro 2 du casier judiciaire des agents en contact habituel avec des mineurs en cours de carrière. Donc, est-ce que les autres administrations se sont aussi saisies de cette possibilité d'aller chercher le rétroactif? C'est à vérifier avec elles, mais en tout cas, de le consulter en cours de carrière, oui, c'était inscrit dans le décret. Et dernière question, entre 2014 et 2017, lorsque vous étiez ministre, est-ce que vous avez entendu parler des victimes de cas qui étaient déjà parfois dans la presse locale? Je pense à Bétaram, qui était dans la presse du Sud-Ouest, au village de Riaumont, où il y avait eu, avant votre arrivée, des inspections de la DAS et de la protection de l'enfance, et juste avant votre arrivée, une inspection de l'éducation nationale, mais aussi aux établissements de Bretagne, où plusieurs de nos collègues nous signalent que dans la presse locale, il y avait des sujets de violences psychologiques ou sexuelles en série, entre guillemets. Est-ce que, dans votre souvenir, sur les 3 ans, certains de ces cas-là ont été pris en main sous votre ministère?
Alors, je vous laisse imaginer que dès que l'affaire de Betaram a éclaté publiquement récemment dans les médias, même si visiblement il y a des décennies de cela, il en avait déjà été question, mais plus récemment, je me suis empressée de fouiller dans mes propres archives pour me rendre compte si nous étions passés à côté de quelque chose. Je n'ai rien trouvé qui nous soit parvenu de l'ordre, en effet, du lancement d'alerte ou de l'information préoccupante qui soit parvenue au ministère de l'Éducation nationale, en tout cas entre 2014 et 2017. Je ne m'engagerai pas sur les autres années, j'y étais pas. Mais non, parce que j'ose espérer que vous comprenez, à la lumière de ce que je vous décris s'agissant des affaires de Villefontaine, d'Orgères ou d'autres, et des radiations auxquelles nous procédons, que c'était un sujet qui était pris extrêmement au sérieux lorsque j'étais au ministère. Donc, si des informations de cette nature nous étaient arrivées, nous aurions, je pense, réagi exactement de la même façon. Donc non, ça n'était pas arrivé à nos oreilles. Bien, je vous remercie. Ce qui pose, pardon, je termine simplement en disant ce qui pose vraiment le problème de la libération de la parole en réalité, parce que, encore une fois, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est la culture de cette parole-là qui doit être installée. Ce n'est pas simplement les canaux. On parlait tout à l'heure du logiciel fait établissement. Il est très important, évidemment, hein, très précieux. Mais la réalité, c'est que ce qui fait défaut, c'est moins les canaux que la silenciation. Peut-être juste une réaction à votre affirmation sur la libération de la parole. Beaucoup des victimes nous disent, en tout cas dans ces violences systémiques, qu'à l'époque, il y avait de la libération de la parole à Betaram. À Riaumont, il y a eu de nombreuses affaires judiciaires, avec y compris des juges qui ont essayé de bouger les choses, etc. C'est qu'au niveau médiatique, souvent, c'est resté circonscrit à la presse locale et ça n'a pas passé le mur du son de Paris. Et puis, la deuxième chose, c'est que le cloisonnement entre les administrations, qui est un du gros morceau des travaux que nous menons, font qu'effectivement, il y a des choses qui pouvaient remonter au niveau du recteur. Je pense au cas du village de Riaumont. En 2014, c'est la réponse du chef d'établissement à une inspection de 2012 qui est adressée au recteur et qui dit tout va bien, finalement, vos inquiétudes sont levées et puis tout ça ne remonte pas forcément au bon niveau. Donc il y a libération de la parole, il y a le sujet de la presse qui alerte et qui est peut-être parfois prise en compte dans certains ministères ou dans un climat particulier et d'autres fois non. Et puis ce sujet, bien sûr, des administrations et de l'application des intentions de contrôle. Oui. Et si je peux me permettre d'ajouter une chose, il y a aussi, il ne faut pas l'ignorer, ça fait partie des choses, des dénonciations calomnieuses parfois. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'il faut avoir en tête. Il y a aussi la nécessité de protéger des personnels qui parfois font l'objet de telles dénonciations calomnieuses. Alors, je vais donner la parole au rapporteur et ensuite à nos collègues qui ont des questions. Moi, je voudrais juste... Je pense que nous, en tout cas, qui avons mené toutes ces auditions, ce qu'on retient surtout, c'est que la parole, elle a été libérée assez souvent. Les enfants ont dit des choses. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut justement être du côté de celui qui écoute ou qui entend. Et la libération de la parole, oui, mais des gens qui arrivent à entendre ce qu'on dit, à comprendre, à aussi comprendre des phénomènes physiologiques. Hein, quand un enfant rentre chez lui et qu'il ne va pas bien, et qu'il se plaint et qu'il dit « je ne veux pas retourner à l'école, je préfère me suicider que de retourner à l'école », il y a des parents qui ont fait semblant de ne pas comprendre et qui ont renvoyé le lendemain les enfants à l'école sans aucune question. Beaucoup à Betaram, beaucoup dans les victimes d'un système. Donc oui, la libération de la parole, mais aussi peut-être apprendre à entendre, apprendre à écouter, apprendre à décrypter. Et ça, c'est un sujet qui est encore délicat aujourd'hui. Allez-y, Monsieur Vanier. Pour poursuivre, Madame la Présidente, le contrôle peut être l'occasion de recueillir une parole. Et vous nous avez très bien expliqué comment, au moment où vous êtes au ministère, vous avez le souci du contrôle des établissements hors contrat. Vous prenez une série de mesures très actives en réagissant très vite à l'affaire de Villefontaine et en essayant d'organiser la transmission d'informations entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation nationale. Mais concernant le contrôle des établissements privés sous contrat, est-ce que vous avez une réflexion? Est-ce que vous diagnostiquez à ce moment-là leur absence quasi totale? Il semble inexistant le contrôle en 2014-2017 comme il l'est jusqu'à très récemment. Est-ce que vous avez des échanges avec le SGEC, là encore, à propos des enjeux liés au contrôle des établissements privés sous contrat? Je pense que
La démarche que nous avons mise en place, notamment à l'égard des établissements privés hors contrat, d'installer un référentiel qui permettait d'y voir plus clair sur ce qu'on leur demandait exactement, parce que c'était des établissements qui s'apprêtaient à passer sous contrat, justement. Donc en fait, la démarche que nous avons installée, qui était encore une fois l'urgence à ce moment-là, de mieux voir ce qui se passait, de former des équipes d'inspecteurs pour aller constater cela dans des établissements qui étaient sur le point de passer sous contrat, était une démarche, un référentiel des formations d'inspecteurs utiles et précieux, y compris pour le sous-contrat. La logique de cette démarche, si elle avait été continuée après 2017, ça aurait été qu'on l'étende et qu'on modifie petit à petit, en effet, nos rapports avec le privé sous contrat, car vous aurez tous fait le constat que les contrôles n'y sont pas suffisamment fréquents, qu'ils ne portent pas suffisamment sur des choses utiles, etc. Donc moi, je regrette, en fait, je regrette qu'on ne soit pas allé plus loin, je regrette de ne pas avoir eu le temps d'aller plus loin, je regrette que tout ce travail n'ait pas été poursuivi. Je n'ai pas l'impression qu'après 2017, le travail que je viens d'évoquer de formation d'équipes d'inspecteurs, etc., ait été à ce point-là poursuivi, mais disons que la logique aurait été en effet qu'elle couvre mieux, que cet exercice couvre mieux le sous-contrat aussi, oui. Je vous remercie. Nous passons maintenant aux questions des collègues avec Aïda Hadizadeh. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Madame la Ministre. Moi j'aurais deux questions. Une sur le travail que vous avez effectué sur la vérification après la loi de 2016 sur ce que vous qualifiez de stock d'enseignants pouvant être, je vais employer le mot, fichés, ou ayant un casier judiciaire problématique. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est le fait qu'on ait laissé l'éducation nationale assez seule et que la justice ne vous ait pas aidé à purger non seulement ce stock rapidement, et aussi n'ait pas mis en place une procédure systématique pour le faire. J'ai regardé rapidement, on parle beaucoup des fichiers S, et pour cause. Il se trouve que les fichiers S font partie d'un grand fichier, le FRP, qui contient 21 catégories au total. Certaines concernent les mineurs figures, les évadés, les aliénés, les interdictions du territoire. Il n'a pas été envisagé à ce moment-là, par exemple, de créer une catégorie supplémentaire dans ce grand fichier FRP, qui comprend les fichiers S, pour que la justice prenne le relais et fasse chaque année cette revue systématique et que ce soit la justice qui transmette à l'éducation nationale les cas problématiques plutôt que de reporter la charge sur l'éducation nationale de ce passage en revue qui est forcément long, fastidieux pour une administration qui n'est pas faite pour ça en fait. Et je voulais vous interroger là-dessus. Est-ce que ça a été des choses qui ont été débattues? Est-ce que vous avez eu des échanges avec votre homologue côté ministère de la Justice? Voilà, c'est ma première question. J'en aurai une autre sur l'inspection générale. C'est peut-être l'occasion, pardon, de préciser, parce que je ne l'ai pas encore fait, le fait qu'à ce moment-là, nous avons malgré tout instauré, par la voie d'une circulaire qui date de septembre 2015, un partenariat renforcé entre l'autorité judiciaire et les services de l'éducation. Très concrètement, nous allons demander au recteur de nommer dans chaque académie un référent justice, qui sera l'interlocuteur identifié de chaque parquet, qui sera formé et notamment soumis au secret professionnel. Ce référent, il va avoir à partir de là un rôle assez clé puisque c'est lui qui sera encore une fois l'interlocuteur direct du parquet sur chacune des affaires qui nécessitent communication. Et par ailleurs, c'est aussi lui qui va assurer le suivi, on en a peu parlé jusqu'à présent, des signalements déposés par des personnels de l'enseignement en vertu de l'article 40 de procédure pénale. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure parce que ça, c'est un des sujets sur lequel il faudrait peut-être mieux protéger les enseignants qui parfois se sentent un petit peu seuls quand ils sont incités, et c'est normal, à déposer ces articles 40, mais après, parfois, ils font l'objet de pression, d'intimidation, voire de violence, et ils ne sont pas suffisamment accompagnés en la matière. Bref, à ce moment-là, la circulaire donc, dont je viens de vous parler va installer ses recteurs ses référents du côté éducation nationale, et du côté justice, des référents éducation vont également voir le jour. Donc en fait, on va quand même fluidifier considérablement la capacité, en effet, à recueillir les informations en temps utile pour l'avenir.
Mais l'examen des casiers judiciaires dont je parlais, c'est surtout sur le stock, en fait, qu'il est précieux. C'est-à-dire que sur le caractère rétroactif, pourquoi est-ce que on n'a pas réussi à procéder à tout simplement une justice qui nous transmettrait directement? Alors moi, j'avoue que ce que j'ai découvert sur le moment, qui n'avait rien d'évident pour moi, c'est que, en fait, la justice dans notre pays souffre d'un manque de moyens considérable, est assez pauvre en réalité, et que j'ai observé que, par exemple, par manque de greffiers, par manque d'outils informatiques adaptés, etc., il y avait même des décisions qui n'étaient que sur du papier, rangées dans des placards, au lieu d'être même sur ordinateur. Donc, en fait, les informations, il faut les obtenir autrement. D'ailleurs, c'est quand même un point important à souligner. Si on veut avoir une justice qui fonctionne, et y compris qui transmette bien au ministère concerné, il faut lui donner les moyens de tout informatiser, le nombre de greffiers nécessaires, etc. Alors, on a aussi une question de Madame Bagné. Donc, Madame Aïdizadeh, si vous voulez, très rapidement, allez-y. Et en même temps, Madame Bagné, et il faut vraiment qu'on finisse à 16h, parce qu'il y a la séance. D'accord, donc Madame Bagné, merci. Pendant les auditions de l'enseignement privé sous contrat, a été évoquée la possibilité que pendant quelques années, il y ait pu avoir des méthodes de simplement déplacement des personnels, mutation obligatoire. Est-ce que l'Éducation nationale aurait pu pratiquer ce genre de dossier? Je le dis d'expérience, puisque je viens de l'Éducation nationale, et j'avais une collègue directrice d'école. Elle était dans un autre département. Je ne connaissais pas la situation, mais directrice d'école, elle m'avait confié qu'elle avait un cas problématique dans son école, quelqu'un qui venait d'être muté, et elle était très inquiète par rapport à cette personne qui, visiblement, avait un dossier lourd et arrivait là par mutation obligatoire. Les analyses que nous avions faites de ce qui se passait finalement avant 2014, puisque moi j'ai pris mes fonctions en 2014, c'est que l'éducation nationale, lorsqu'il lui est arrivé d'avoir affaire à un personnel, alors non pas qui aurait commis des violences sexuelles, on ne parle pas de cela, mais qui aurait été des histoires de gifles, des choses comme ça, agressifs évidemment, et c'est totalement condamnable, sans aller jusqu'à une condamnation pénale, vous voyez. Il était possible, en effet, je l'ai constaté dans les affaires passées, qu'on le mute non pas pour le mettre dans un autre étabbissement, je ne suis pas en train de dire que ça n'est jamais arrivé, je ne peux pas m'engager sur ce qui a été fait avant, mais en tout cas, pour le mettre en administration et pas devant élèves, ça, ce sont des choses que j'ai vues. Pour le reste, non, il ne nous serait pas venu à l'esprit, en tout cas à partir du moment où nous avons lancé toutes les démarches que je viens d'évoquer, de simplement déplacer un enseignant. Lorsque il y avait des condamnations avérées, ils étaient tout simplement radiés. Merci Madame la Ministre. Je pense que nous avons terminé cette audition. Donc nous vous remercions d'être venus jusqu'à nous et d'avoir répondu. Bien sûr, allez-y. Vous avez presque 2 minutes. Pardon, je me permets juste de prendre les 2 minutes ou même peut-être 1 minute pour tout de même ajouter quelques éléments de réflexion. Je pense que vous avez peut-être vu cette interview d'Éric de Barbieux, qui est un spécialiste des questions de violence faites aux élèves. Moi, qui m'a frappée parce qu'il indiquait qu'entre une enquête qu'il avait conduite en 2012 et une autre conduite récemment, les chiffres de la victimation chez les professionnels de l'éducation nationale s'étaient aggravés. Ce que je veux dire, pourquoi est-ce que j'évoque cette enquête, c'est qu'il faut faire attention à ce que des climats dégradés entre adultes au sein des établissements scolaires ne minent pas la capacité de ces derniers à détecter, comme vous le disiez, à écouter, à reconnaître la parole des élèves et à signaler, à informer comme ils doivent le faire. Et donc moi j'insiste aussi sur la nécessité que les personnels de l'éducation nationale soient bien traités pour se sentir bien dans leur mission, parce que lorsqu'ils sont en souffrance, si vous voulez, c'est quand même un peu plus compliqué d'être en mesure de voir les signaux. Voilà, donc je veux dire cela. Être bien, c'est aussi être formé sur toutes ces questions-là. On ne peut pas simplement attendre des personnels de l'éducation nationale. Là, on ne parle pas de ceux qui commettent des crimes, etc. On parle de ceux qui entourent, qui voient, qui ont des signaux et à qui on dit il faut informer, il faut transmettre, il faut signaler.
On ne peut pas attendre d'eux qu'ils fassent tout cela sans leur donner, y compris une formation. Je ne dis pas simplement une information par biais d'affichage ou de circulaire, une formation sur ces sujets-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux le travail interéquipe dans les établissements scolaires, le temps qui doit lui être dédié, les journées de pré-rentrée scolaire qui sont devenues une journée, mais du coup, les enseignants n'ont plus le temps de travailler ensemble en réalité. Et je regrette toutes les décisions prises ces dernières années qui ont conduit dans les faits à la réduction de la quantité de formation continue offerte aux enseignants, notamment du second degré. C'est un vrai problème, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, qui affecte y compris le sujet dont nous parlons. Les enseignants ont besoin d'y voir clair sur ce qu'ils doivent faire, comment le faire, qui sont les interlocuteurs, quelles sont aussi les protections qui les entourent. Voilà, merci. Je vous remercie.